Salut mon ami, aujourd'hui je vais te parler d'un truc que tu ignores totalement, c'est le renseignement sur Internet. C'est comment collecter la donnée rapidement pour arriver à un objectif précis. Comment, à partir de ce que postent les gens tous les jours, à partir des tags sur les photos, comment à partir des commentaires, des blogs, des posts, de toutes les bases de données qui sont à disposition aujourd'hui sur Internet, comment on va utiliser tout ça pour arriver à un objectif précis, comment on va utiliser tout ça pour avoir l'information qu'on veut, comment on va utiliser tout ça finalement pour enquêter sur quelque chose que tu veux. Cette discipline, elle a un nom, elle génère des milliards de dollars tous les jours, en tout cas pour les gens qui savent s'en servir. Les détectives privés s'en servent, les gens du monde du hacking, ils vont utiliser ça pour collecter du renseignement à partir de données publiques. Tous les gens du marketing qui veulent accumuler des données sur les gens, etc., ils vont utiliser cette technique. Et cette technique, elle s'appelle OSINT. OSINT pour Open Source Intelligence. C'est toutes les données qui sont accessibles publiquement, c'est toutes les données qui sont mises à disposition du public, c'est toutes les données qui se trouvent sur Internet, dans des bases de données, dans des blogs, dans des listings, dans des index, peu importe, on s'en fiche. Le but, c'est d'utiliser cette information publique pour avoir du renseignement. Tu sais, quand on dit renseignement, quand on parle de intelligence, ça veut dire de la donnée, ça veut dire récolter des informations, mais là, on n'est pas sur de l'espionnage. L'espionnage, c'est beaucoup plus intrusif, d'ailleurs, c'est puni par la loi. En cas d'intrusion sur un système qui ne t'appartient pas, tu encours des sanctions très graves. Donc, c'est pas ça dont on va parler. Nous, on va parler de tout ce qui est public, de tout ce qui est légal. Et petit disclaimer légal, je ne t'encourage pas du tout à faire des choses illégales. Je ne t'encourage pas du tout à utiliser tes actions, ta connaissance pour pénétrer des systèmes qui ne t'appartiennent pas. Nous, on va parler de tout ce qui est légal, de tout ce qui est public, etc. Ok, je t'ai prévenu. Tous les moyens légaux qui vont nous permettre d'avoir du renseignement, permettre d'accumuler des informations sur quelqu'un, une organisation, un business, peu importe, c'est ce que tu veux. J'ai envie de faire la distinction entre les informations que tu vas trouver en ligne qui ont potentiellement une valeur énorme si tu les recoupes entre elles. C'est-à-dire une pièce d'information ici couplée à celle-là, tu rajoutes celle-là, ça te donne une preuve, ça te donne une idée, ça te donne une information qui a potentiellement une valeur énorme. On est des particuliers, on fait ça parce que c'est notre passion, on fait ça parce que ça nous intéresse. Il faut respecter la loi, c'est très important. Je ne veux pas te donner de mauvaises idées, tu ne dois pas aller où tu n'es pas censé aller, tu dois respecter la propriété de chacun et je veux pas fausser ta conception de la définition de OSINT. Dans OSINT, c'est Open Source Intelligence. Dans Open Source, ça veut dire ouvert, ça veut dire accessible, c'est le contraire de privé. Donc on ne va pas s'introduire sur des systèmes, ok? Je veux bien que ça soit clair, avant de continuer plus loin. Dans ce podcast, je vais te montrer toutes les bases de données, je vais te montrer tous les moyens que tu as pour récolter de l'information. Déjà, il y a deux manières de récupérer de l'information quand tu fais de l'open source investigation. Quand tu fais du renseignement, il y a deux manières. La première manière, c'est d'utiliser les moteurs de recherche conventionnels. Et ça, on va appeler ça le surface web. C'est le web tel que tu le connais aujourd'hui. C'est le web qui est indexé. Indexé qui veut dire listé par les moteurs de recherche normales. Type Google, type Yahoo, type Bing, etc. Toutes les pages qui sont listées sur ces moteurs de recherche représentent 4% de l'Internet dans sa globalité. Tu te rends compte à quel point c'est peu, tu te rends compte à quel point, si 4% c'est le montant de données qui est indexé, c'est le montant de pages qui est indexé, alors tu te rends compte par faire un petit calcul mathématique, je suis pas Einstein, mais je vais te le faire, 96% de tout l'Internet est caché. Il y a 96% d'Internet qui n'est pas accessible à travers les navigateurs conventionnels, qui n'est pas indexé directement. Et il va falloir en fait faire plusieurs étapes pour arriver à cet endroit. Cet endroit, il s'appelle le Deep Web. C'est tout le contenu qui n'est pas indexé. C'est tout le contenu qui n'est pas en ligne accessible directement. Ça peut être par exemple tout ce qui est Google Drive. Tu sais bien que tu n'as pas un moteur de recherche pour accéder à tous les contenus qui sont dans Google Drive, d'accord? Tu y accèdes par un lien unique qui n'est pas indexé. Sinon, tu verrais toutes les données publiques des gens. Pareil pour Dropbox. Tu peux pas chercher un Dropbox dont tu aimerais bien trouver le nom. Toutes les URL qui nécessitent une authentification, par exemple un mot de passe, un email, c'est tous les sites, par exemple, gouvernementaux, c'est tous les sites de ton université, c'est tout ça, on appelle ça le Deep Web. C'est tout le contenu qui n'est pas listé par les navigateurs conventionnels, qui nécessite peut-être éventuellement une authentification dans le service. Voilà ce que c'est le Deep Web. Alors je sais ce que tu vas me dire, mais Paul, mais pourquoi tu nous parles de renseignement? Pourquoi tu te prends pour le MacGyver du web? Pourquoi tu as envie de sortir tes doubles pistolets et faire croire que tu es meilleur que le FBI et le gouvernement américain? Eh bien, je vais te montrer que tu as déjà utilisé OSINT. Tu as déjà utilisé cette technique d'investigation pour investiguer quelque chose, pour investiguer quelqu'un, pour investiguer une entreprise, peu importe. Tu le fais, toi et tes potes, vous l'avez fait et je vais te montrer comment. Par exemple, voilà, tu as été jeune comme moi,
T'as passé une bonne soirée, sûrement, il y avait un peu d'alcool, t'étais en train de faire la fête, tranquille, tout se passait bien, c'était le folklore, c'était la bonne ambiance. Tu rencontres une fille ou un homme qui te plaît, d'accord, tu discutes un petit peu, beaucoup avec lui ou elle, ok, tout se passe bien, la conversation est géniale, machin, tu dois retourner faire le con avec tes potes pour X raisons, et le lendemain, tu te réveilles encore un petit peu cuit de la veille, et là, tu te dis qu'il faut absolument que tu te retrouves cette fille ou ce gars, car il ou elle te plaît beaucoup, d'accord? Elle t'a pas laissé indifférent et tu te rends compte que, en fait, tu connais que son prénom. Du coup, comment tu vas faire? Est-ce que c'est un mystère? T'as vraiment envie de la rencontrer à nouveau, mais t'as que son prénom. Qu'est-ce que tu vas faire avec un prénom? T'as mal noté son numéro de téléphone comme un con, t'as fait une erreur dedans et boum, tu peux plus la joindre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu dis, merde, putain, je connais que son prénom. Comment je peux retrouver cette personne? Ton premier réflexe, ça va être de dire, d'appeler tes potes, voir si quelqu'un connaît son nom de famille, machin, pour la retrouver. Mais non, personne la connaît. Et là, t'as ce pote un petit peu plus malin que les autres, qui met sa petite casquette du FBI et qui retrouve cette personne en tapotant furieusement sur son clavier à partir des données qui sont sur le domaine public, à partir de ces données qui sont sur Internet. De fil en aiguille, tu vas pouvoir retrouver la fille en question en naviguant à travers les connexions, les cercles de tes amis sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir retrouver cette personne. Et de fil en aiguille, boum, tu recoupes les informations. Vous vous retrouvez, vous êtes super content, le courant passe bien, vous payez des cafés, vous allez au resto. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, ça s'appelle du renseignement. Ça, c'est potentiellement un exemple que tu as déjà pu faire dans ta vie. C'est potentiellement un exemple de tu voulais retrouver quelqu'un, tu avais que son nom et en recoupant des informations, tu trouves cette personne en ligne et tu peux communiquer avec elle. Ça, c'était une des premières techniques qui utilise justement les réseaux sociaux et qui utilise l'information qu'il y a sur les réseaux sociaux pour pouvoir retrouver quelqu'un. En 2019, il y a quasiment tous les recruteurs, et je dirais c'est que du bon sens, tous les recruteurs, voilà, qui recrutent des postes à tel ou tel niveau, peu importe, hein. Tous les recruteurs, les agents intérim, etc. vont chercher ton profil en ligne, vont essayer de te trouver sur les réseaux sociaux. Je te dis pas qu'ils vont essayer de faire ami avec toi, mais en tout cas, ils vont chercher ton profil pour savoir si les informations que tu laisses apparaître sont professionnelles, entre guillemets. T'imagines bien que si toutes tes photos sur les réseaux sociaux te laissent apparaître avec de l'alcool en main, avec telle ou telle drogue, ça va peut-être pas passer pour un job où tu vas être commercial, etc. J'en sais rien, pour tout type de job, pour X raisons. Le recruteur va regarder scrupuleusement en ligne qu'est-ce que tu laisses apparaître et va décider en fonction de ça s'il te prend ou pas. C'est quelque chose que les gens font, c'est quelque chose qu'on fait tous à un instant ou un autre dans notre vie. On ne connaît pas encore une personne, mais on a son nom, son prénom. Et le premier réflexe, ça va être de taper son nom et son prénom sur Google pour voir ce qui apparaît, pour voir quel est le profil de cette personne en ligne et essayer d'avoir des informations avant de la rencontrer. Là, on a parlé de comment tu peux utiliser justement l'open source intelligence, ces techniques de renseignement pour toi. On a parlé de comment les recruteurs pouvaient trouver de l'information sur toi en ligne. Et là, je vais te parler des détectives privés. En France, c'est pas vraiment un métier qui est développé, c'est pas vraiment un métier dont on entend parler souvent. Pourtant, ça existe. Je sais qu'aux États-Unis, tous les grands cabinets d'avocats ont un département private investigation où tu vas retrouver tous les PI. PI, c'est pour Private Investigator. Alors pourquoi le détective privé va chercher de l'information en ligne? Eh bien tout simplement parce qu'un avocat qui n'a pas d'éléments, il ne peut pas défendre son client. Ok? En France, l'avocat n'a pas le droit d'enquêter. C'est interdit par la loi, c'est à la justice d'enquêter. Donc il est obligé de faire appel à un enquêteur. Il est évident qu'il faut des moyens, d'accord, hein. Tu sais, par exemple, tu te souviens de l'affaire DSK. C'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis et à New York. Bref, DSK, énorme fortune. Cabinet d'avocats très très puissant, une blindée d'avocats en armure, en costard à 3000 €, tout ça. Son cabinet d'avocats avait embauché des détectives en Guinée, des détectives en France, des détectives à Washington. Ça coûte super cher. Tout ça pour accumuler un maximum d'informations pour défendre ou pour accuser ou pour mettre à tort justement le camp d'en face, le camp que tu as envie de décrédibiliser. Il y a un énorme business autour de ça. C'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent. Donc ça se passe aux États-Unis. En France, c'est un petit peu plus compliqué. Heureusement ou malheureusement, ça c'est toi qui décides, parce que un enquêteur, qui se soit privé ou pas, n'a pas le droit d'enquêter parallèlement à la justice, d'accord? S'il se fait prendre, tu perds ton agrément, tu perds ton métier. À partir du moment où l'enquête est ouverte, t'as interdiction d'enquêter de manière privée sans en avertir un juge. Donc tu comprends bien ce qui se passe aux États-Unis, ça serait impossible en France techniquement et juridiquement. En tout cas, ce qui concerne, c'est le procès DSK. Historiquement aux États-Unis, t'as beaucoup d'enquêteurs privés, tu sais, qui proviennent de la police, qui sont des ex-mecs du FBI, qui sont des ex-mecs du renseignement.
Pourquoi c'est utile d'avoir une tripotée de détectives privés qui travaillent pour toi? Alors, s'il y a un truc que les avocats détestent, c'est d'être surpris par une information. C'est pour ça que normalement, un avocat, quand tu arrives dans son bureau, les premières fois, il dit voilà, vous me dites tout, vous me donnez toutes vos casseroles, vous me dites tout de A à Z. Comme ça, on va préparer au mieux votre défense. Quand tu as des énormes procès comme ça, où tu as des millions d'euros en jeu, les gens, ils vont dépenser des fortunes. Et le premier job, quand tu vas voir un avocat, ton avocat, il va au département des PI et il va dire à ses PI, c'est mon client, je veux tout savoir sur lui. C'est exactement comme ça que ça se passe. Alors les PI, ils vont surtout être utilisés, tu sais, dans les cas de garde d'enfants, un époux ou une épouse qui trompe l'autre, pour les séparations, pour les fraudes à l'assurance, pour les harcèlements, toutes ces histoires-là. Aux États-Unis, c'est des histoires qui arrivent très souvent, mais en France, mais même partout dans le monde. Hein. C'est des trucs de la vie réelle, c'est des trucs qui existent. Hein. Je le sors pas de mon chapeau. Tous ces cas que je t'ai mentionnés là, on va engager des private investigators. Et de nos jours, c'est surtout des enquêtes en ligne. C'est surtout des enquêtes sur ton comportement sur les réseaux sociaux. C'est surtout des enquêtes sur ce que tu as laissé, les traces que tu as laissées en ligne. Genre les photos, tu peux les recouper, tu peux les retracer, tu peux retrouver leur positionnement en comparant avec les trucs de Google Maps. Tu peux faire un tas de trucs. On verra ça dans un autre épisode parce que là, ça va faire un petit peu long. Là, je te présente seulement le monde du renseignement sur Internet qui s'appelle le OSINT, Open Source Intelligence. Je te montre comment l'utiliser. Je vais te montrer toutes les techniques. Dans un premier temps, cette vidéo, elle est consacrée aux acteurs qui utilisent ce truc. Et dans des prochaines vidéos, d'ailleurs, dis-moi si ça te plaît tout de suite dans les commentaires parce que si je vois que ça intéresse personne, si je vois que personne n'écoute ce podcast, j'arrêterai. Mais c'est dommage parce que j'ai tellement de choses à dire. Je te montrerai dans un autre épisode les outils. Je te montrerai dans un autre épisode tout plein d'anecdotes, enfin des anecdotes vraiment furieuses, des gens qui ont retracé, mais genre qui ont fait des trucs meilleurs que Sherlock Holmes, quoi. Sherlock Holmes, à côté, la série, c'est un guignol, le type. Hein. Il y a des gens qui ont recoupé des informations en ligne pour te montrer des choses. Enfin, c'est vraiment épique. Donc, dis-moi dans les commentaires si cette vidéo te plaît. Fais-le moi savoir d'une manière ou d'une autre. Si tu veux bien, là, je vais finir avec les acteurs, si ça te dérange pas. Alors, qui d'autre utilise ces techniques de renseignement sur Internet? Eh bien, on va voir tous les hackers, tous les grey hats, tous les white hats, tous les black hats. Petit aparté, les white hats, c'est les bons hackers, ceux qui vont aller dans le sens des entreprises. Tous les chercheurs, non-chercheurs, experts, dont le but, si tu veux, c'est d'avoir un Internet meilleur, c'est d'avoir un Internet sans faille, dont le but n'est pas de nuire. Donc ça, c'était les white hats. Ensuite, tu as les grey hats. Les grey hats, c'est un mix entre le black hat et le white hat. Donc, qu'est-ce que c'est le black hat? Eh ben, c'est les hackers, c'est les personnes nuisibles. Enfin, nuisibles, ça se trouve, je vais me faire DDoS mon podcast. Demain, le podcast sera supprimé parce que j'ai dit que les hackers étaient nuisibles. On va dire que les hackers, c'est pas des enfants de cœur. En plus, ça fait un très beau rime et c'est très juste. Ces gens-là, dont le but est d'identifier les vulnérabilités sur des sites web, sur des réseaux, sur des ordinateurs, sur des serveurs, leur but, c'est potentiellement d'exploiter ces failles, en tout cas de les patcher pour les good guys, et pour les bad guys, ça va être de les exploiter. Donc, trouver ces failles, ça implique d'accumuler une certaine information, ça implique justement de faire des tests, de regarder s'il y a telle ou telle information qui a fuité sur des bases de données, aller rechercher, aller faire un listing des ports que le serveur utilise, aller regarder quels sont les services, quels sont les IP que ce réseau d'entreprise utilise, essayer de voir s'il y a des versions un petit peu anciennes de logiciels qui sont utilisés sur les serveurs et potentiellement patcher la faille pour les good guys et pour les bad guys, ça va être d'exploiter la faille. Tu peux justement faire un listing tout simplement de tous les noms de domaine d'une entreprise. Essayer de te connecter à un port d'un serveur, c'est totalement légal. Ce qui est interdit, c'est d'envoyer de la donnée massivement et de provoquer un déni de service. Ça, c'est interdit. Mais tu as tout à fait le droit de dire bonjour à un port pour tester s'il existe. Il n'y a rien d'illégal. Si on te dit qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Tout ce que tu ne dois pas faire, c'est provoquer, c'est nuire à cette entreprise. Donc, si tu fais calmement un listing de tous les ports qu'un serveur utilise, tu restes dans le domaine légal. Bien que la limite, elle soit un petit peu obscure, ça, je te l'accorde. Donc, ne t'amuse pas à faire ça. Mais pour te dire que tu joues avec des données que tu peux avoir légalement. Tu as tout à fait le droit d'aller lire une page HTML avant qu'elle soit rendue dans ton navigateur. Une page HTML, tu sais, le code source avec le CSS, les fichiers, les ressources, etc. Tout ce qui arrive sur ta page, tu as le droit de le conserver. Tu n'as pas le droit, certes, de le réutiliser, mais tu as le droit de le conserver, tu as le droit de le visionner puisqu'il apparaît devant toi, puisqu'on te le donne. Tout ça, c'est des informations que tu peux avoir. Il y a un autre type de personnes qui utilisent cette technique justement d'investigation numérique. C'est tous les marketeurs, c'est tous les businessmen, c'est
tous les gens qui se servent justement de LinkedIn comme une formidable et sans doute la meilleure base de données de professionnels. Avec LinkedIn, tu as plein d'opérations de recherche que tu peux faire pour finalement lister par exemple tous les ingénieurs qui ont travaillé chez Toyota, qui travaillent maintenant chez Leclerc. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu as des outils finalement de recherche très très avancés, très très puissants, ce qui te permet de faire un listing, mais vraiment, mais ultra précis des gens dont tu veux avoir le contact, des gens dont tu veux contacter. Donc ça peut être une source d'information excellente. Tu peux lui demander à LinkedIn, voilà, fais-moi un listing de tous les employés qui travaillent dans cette compagnie, et LinkedIn te le fera avec plaisir si tu as un compte premium. Tous les gens des ressources humaines, etc., qui utilisent LinkedIn dans leur cadre privé ou personnel, LinkedIn, c'est une base de données qui se trouve sur le deep web, parce que la plupart du contenu de LinkedIn, il est accessible via justement ce moteur de recherche d'individus. Il est accessible via ces opérations de recherche, toutes les offres d'emploi. Voilà, c'est là que tu vas pouvoir trouver les informations que tu souhaites, tout ce que tu veux. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce podcast, il est disponible sur iTunes Podcast. Donc, si tu as un iOS, si tu as une tablette ou quoi que ce soit, tu peux me retrouver là-dessus et tu peux écouter mes futurs podcasts là. Ce que tu peux faire, c'est de me laisser une appréciation positive parce que ça va me montrer le signal que je dois continuer. Et si t'aimes bien, je vais continuer ce podcast. Si je vois qu'il y a de l'intérêt, je continuerai avec plaisir. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est déjà la fin de ce podcast. C'est passé super rapidement. J'ai adoré le faire. Tiens-toi prêt parce que le podcast de la semaine prochaine, il va être encore plus épique. Si tu as des questions, des suggestions par rapport à ce podcast, tu peux me contacter à email@paul-bn.com. email@paul-bn.com. Je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Peace.